Bienvenue à toutes et à tous. Quelle suite donner à l'évaluation diagnostique des enseignants après les compositions ce samedi 24 août 2019? C'est donc la question que se pose. Les soins 15,24% d'enseignants qui ont pris part à ces compositions et le reste également, en tout cas, quel va être le sort des enseignants qui ont composé et également ceux qui n'ont pas fait et ceux qui certainement passeront les étapes du remplacement. Le sujet également au menu de notre analyse ce matin sur le grand débat de la rédaction, le forum de rédaction sur Eden Télévision. On reviendra sur, bien sûr, quelques cas d'entorse à la liberté, à la libre expression ou à l'accès à l'information constatés ce samedi dans certains centres de composition où, justement, il faut le dire, au centre du CGN d'Abomey-Calaviu, où les organes de presse, et bien sûr, qui étaient présents, ont purement été renvoyés, vidés du site par le superviseur. Eden Télévision était, bien sûr, dans le centre, tout comme Canal 3 Bénin, le Martinal et bien d'autres organes de la presse écrite. On va finir par nous interroger également sur le sommet de l'Afrique qui se tient à Tokyo, Yokoyama, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, 7e édition, un processus favorable au développement de l'Afrique, interrogation donc à retrouver et bien sûr vers la fin de cette émission avec nos deux journalistes sur le plateau pour faire l'analyse de l'actualité nationale, internationale sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Marc Goudjanou, directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire l'exercice de l'analyse de l'actualité sur Eden Télévision. En face de vous, Arnaud Mouriagua, que je ne présente plus, de la rédaction de Diaspora FM Eden Télévision. Amaury, bonjour. Bonjour Corneille, bonjour téléspectateurs de Eden TV. Je n'oublie pas les auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci Maury. Dans cette édition, nous aurons bien sûr à écouter le ministre Marouyon Kapou. En tout cas, le jour de l'évaluation, notre équipe de reportage l'a surpris à Lokossa, le reportage de Jonas Bouti sur le déroulement, le constat de l'ambiance des compositions lors de cette évaluation. Et on reviendra également dans un second élément sur le cas spécifique du 16 juin à Abomey-Calaviu. La presse a été acceptée ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce centre du 16 juin d'Abomey-Calaviu? Nous aurons donc le temps d'en parler. Tout ceci avec l'équipe de réalisation, Igor Ntonji à la réalisation, Fréjus Fiossi à la caméra, et bien avec le son, avec Didier Guidou. Dans un instant, ça va être le débat. Ah oui, il y avait eu beaucoup de polémiques autour, mais finalement, une bonne partie des enseignants est sortie pour aller composer ce samedi 24 août 2019 dans les centres de composition. Le mouvement de boycott lancé quand même par certaines organisations syndicales et quelques groupes d'enseignants opposés à cette réforme du gouvernement, à cette décision du gouvernement de faire évaluer donc les enseignants de la promotion reversée de la promotion 2008 n'a pas pour autant prospéré. Le taux annoncé au plan national sont 15,24%, chiffre confirmé par le directeur de l'Office du baccalauréat sur, et bien sûr, Fraternité FM de Paracou, chers confrères. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, dites-nous, on s'interroge sur quand même, finalement, sur cette participation, le taux de participation des enseignants, quand on sait quand même qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour, beaucoup de réticences, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes également. Finalement, les enseignants sont sortis quand même parce qu'il y a une large majorité. Qu'en dites-vous, Marc Goudjanou? Merci beaucoup, Corneille. Et il faut rappeler que cette évaluation diagnostique était venue dans une ambiance où il y avait une petite crainte par rapport au niveau de l'enseignement au Bénin. Et il faut dire que cela rentre en même temps dans la mise en œuvre du programme du gouvernement, quitte à relever un peu le niveau de l'enseignement. Et je crois que cette affaire du reversement des enseignants de la promotion 2018 est venue à point. 2008, bien sûr, excusez-moi, 2008 est venue pour pouvoir corriger un certain nombre de choses. Et en amont, on avait cru que les enseignants n'allaient pas totalement
totalement adhéré à la chose parce qu'on avait déjà essayé d'autres évaluations diagnostiques, mais concernant d'autres corps de l'enseignement également. Et aujourd'hui, c'est ceux de 2008 qui sont concernés. Et on se dit, est-ce qu'ils vont pouvoir adhérer à cette mesure du gouvernement? Mais il y en a, suite au pourcentage qui a été donné après cette évaluation, nous constatons que beaucoup ont adhéré à cette évaluation, quitte que forcément il y en aura toujours qui vont s'opposer à cette réforme-là. Et nous l'avons assisté par certaines organisations syndicales qui ont refusé à leurs militants de pouvoir participer à cette évaluation, ce que nous avons assisté. Mais ce qu'il faut apprécier déjà, c'est de voir cette volonté déjà des enseignants, de certains enseignants à se faire évaluer. Ceux qui ont pu participer à cette évaluation diagnostique. Maintenant, aux autres qui n'ont pas pu participer, sûrement, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Et aussi, il y a cette crainte par rapport aux engagements du gouvernement qui met les enseignants en position douteuse parce qu'ils se disent que est-ce que cette évaluation va aboutir à quelle finalité? Et aussi, les engagements qui ont été annoncés par le gouvernement, est-ce que ces engagements seront respectés? Lorsque ces engagements ne seront pas respectés, en fin de compte, alors, où on ne connaît pas les réels motifs qui sous-tendent cette évaluation diagnostique, alors là, il y a beaucoup de craintes. Et c'est suivant cette crainte surtout que certains enseignants, généralement, n'ont pas voulu participer à cette évaluation. Et déjà, maintenant qu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup de leurs qui ont participé à cela, je crois qu'ils vont essayer de voir avec leurs secrétaires généraux comment est-ce qu'ils peuvent encore se mettre dans la danse, quitte à ne pas se voir écartés de ce reversement qui aura lieu. D'accord. Anne Moriagua, le chiffre, le taux annoncé, c'est vrai que dans d'autres cercles, dans le secteur de l'éducation, il y en a qui continuent de prendre ça avec des pincettes, mais pourtant c'est des chiffres même officiels annoncés par les autorités, ils sont 15,24%. Non, en fait, moi j'en veux pour preuve le chiffre avancé aujourd'hui comme ceux qui ne sont pas allés composer. Et si nous avons 4448 personnes qui doivent composer prochainement, donc qui n'ont pas pu participer à la dernière composition, et alors qu'on avait au départ un nombre de plus de 100 000 enseignants, on peut même se permettre de dire que le taux va être un peu plus au-delà de 75%. Et donc, je pense quand même que un taux en deçà serait faux. Et donc, avec ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux aussi, les enseignants ont participé, surtout dans les départements du Sud, je vais dire Atlantique, Littoral, Zou, Colline. Les enseignants ont participé à l'évaluation. Et vous savez qu'ils sont quand même très nombreux dans ces départements. Et donc, je pense qu'il n'y a pas grande polémique à faire autour du taux avancé. Est-ce que ce n'est peut-être pas la pression, les menaces de radiation qui finalement... Oui. Non, en réalité, moi, je ne dirais même pas est-ce qu'il y a une menace de radiation. Parce que lorsqu'on suit les arguments avancés par les ministres en charge, le ministre en charge, il est dit qu'ils ne seront pas radiés d'office. On a dit qu'on va faire une évaluation et une partie sera envoyée vers l'enseignement, une partie sera envoyée vers les différentes administrations et que la dernière partie, de toutes les façons, il n'y aura pas radiation. En tout cas, suite aux informations qu'on a reçues, c'est qu'il n'y aura pas radiation, mais il y aura redéploiement selon les compétences après l'évaluation. Et puis, ce n'est pas seulement cette première étape d'évaluation qui va amener déjà à radier ou non. Vous savez, cette évaluation, selon ce qu'on a entendu dire par les ministres, est une première étape où ceux qui auront la note 10 sur 20 seront reversés dans la fonction publique. Donc, ils deviendront des agents permanents de l'État. Voilà. Et après ça, le reste... eux, ils vont continuer par être des contractuels, et ils vont suivre des formations. Et après, maintenant, on va les évaluer à nouveau. Et maintenant, ceux qui n'auront pas à cette étape-là, la note de 10, seront redéployés maintenant dans l'administration. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est ça, justement. Mais cela n'a pas rassuré. C'est vrai que là, on va un peu en arrière, mais cela n'a pas rassuré quand même les enseignants. Mais ce qu'on a observé quand même sur le terrain, ce samedi, voilà, les enseignants ont composé sous forte
forte présence des éléments de la police républicaine dans presque tous les centres. Oui, c'était normal. C'est normal, j'allais dire, parce qu'il y a eu des menaces de boycott. Des personnes qui se sont mobilisées, enseignants, mais syndicalistes, pour quand même empêcher les autres qui voulaient composer d'aller dans le salle. Donc, c'est normal que des dispositions sécuritaires soient prises. Ce n'est pas pour amener les enseignants qui veulent composer à composer forcément, mais pour leur sécurité. Parce que ceux qui ne veulent pas composer peuvent tabasser ou bien peuvent exercer des violences sur tout à fait sur ceux qui veulent composer. Et donc, ça s'est passé dans le Nord, où on a même arrêté, par exemple, des enseignants qui troublaient l'ordre. Mais la question, dans de pareilles situations où on demande à évaluer, on évalue quelqu'un qui devrait avoir une certaine concentration dans un centre donné, est-ce que la présence, une certaine présence policière pourrait réellement justifier le cut qu'on le met en confiance ou ça dépend? Oui. Surtout qu'il y a un peu de tension autour. Non, ça se justifie. Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous prenez les différents types de concours ou d'examens qu'on organise dans le pays, on a toujours senti la présence des forces de l'ordre. Pas peut-être en grand nombre, mais ils sont toujours là présents. Parce c'est une mesure sécuritaire qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, dans ce cas précis, c'est encore plus, ça doit être plus densifié. Parce que en amont, nous avons eu des menaces. Il y a eu des annonces de troubles à l'ordre public. Alors, dans ce cas, il faudrait quand même que les différents ministres puissent mettre des dispositions pour pouvoir protéger ceux qui iront composer. Parce que, comme on l'a dit, lorsque vous vous rappelez en faculté, lorsqu'il y a des mouvements de grève, les enseignants, les étudiants grévistes parcourent les amphis pour pouvoir perturber ceux qui sont là quand même, pour pouvoir disperser les autres. Je crois que c'est pour pouvoir prévenir ces genres d'agissements qu'il faut mettre la police là pour pouvoir encadrer quand même. On revient maintenant sur l'ambiance qui a prévalu lors des compositions, enfin l'évaluation diagnostique des enseignants ce samedi, direction Lokossa, Jonas Boti. On vous permet de revivre un peu l'ambiance, surtout les propos du ministre Maounion Kapo des enseignements maternels et des enseignements secondaires, formation technique et professionnelle. Il s'est prononcé dans ce reportage de Jonas Boti. On vous permet de revivre encore cette ambiance. Forte présence policière ce samedi 24 août à l'entrée et aux abords immédiats des CG 1 et 3 de la ville de Lokossa. Alertés par les menaces de boycott de cette évaluation par les enseignants, les autorités ont dû prendre les dispositions idoines pour mettre hors d'état de nuire tout fauteur de troubles. Ce qui en a rajouté à la désapprobation de l'évaluation par certains enseignants. Nous sommes venus au CG 1 Lokossa ce matin pour voir notre centre de composition et à notre grande surprise, on a constaté que le centre a été militarisé. Il y a assez de policiers qui nous empêchent d'avoir accès à ce centre. On ne comprend pas dans quelle république nous sommes. On nous dit que c'est pour rehausser le niveau de l'éducation nationale. On sait qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'infrastructure scolaire, il n'y a pas d'infrastructure pédagogique. Pourtant les enseignants se sont échinés. On a obtenu les résultats qu'on a eu, plus de 50% à tous les examens. Est-ce que ce sont les enseignants qui sont en cause? C'est là la grande question. Les enseignants qui ne doutent pas de l'objectif de l'évaluation y ont pris part et ils nous ont confié leur impression à la fin des compositions. On a eu un sujet d'explication des tests en histoire et une dissertation en géographie. Au cours de la composition, aucune pression. Il faut avouer tout ce qu'il y avait comme pression, c'était bien avant la composition. Dans la salle où j'ai composé, tout était bien, une salle archi, comme la présence effective des candidats. Je crois que sur le plan sécuritaire, rien de grave. Chacun a composé. Je suis en mesure de rentrer tranquillement chez moi. C'est un choix que j'assume. Le ministre Kakpo Maounion se dit satisfait du bon déroulement de l'évaluation. Au début, quelques petites résistances, mais très vite maîtrisées. Les gens composent. Le taux de participation est très appréciable et réconfortant. Ce centre où nous sommes, nous avons un taux supérieur à 60%. Tant redouté par la majorité des enseignants, les résultats de cette fameuse évaluation situeront les uns et les autres par rapport à ces vrais objectifs. Ah oui, Jonas Boti, une fameuse évaluation. Alors, nous avons écouté les enseignants dans ce reportage et également le ministre Maounion Kapo qui s'est dit satisfait quand même du déroulement de l'évaluation. Des enseignants, il y en a qui ont dénoncé la présence des éléments de la police. Il y en a d'autres qui ont quand même
ouvert d'autres débats. Hein, quand quelqu'un s'exprimait à propos des conditions, des mauvaises conditions d'études et de travail des enseignants, justement, qui a parlé de manque d'infrastructures scolaires et autres. Et il trouve quand même que si l'éducation, le niveau, ça ne va pas, il n'y a pas que les enseignants. Alors, Marc Goudjanou, d'abord, les réactions de ces enseignants. Bon, il faut dire, c'est une réaction légitime. Pour le cas de celui qui évoquait la non-disponibilité des salles de classe et puis la condition de vie des enseignants, nous tous on le sait. Le niveau de vie de notre pays fait qu'à des endroits donnés, on n'a pas le nécessaire pour que l'enseignant soit épanoui dans son environnement, pour que l'enseignant puisse dispenser de façon honorable l'enseignement vers les enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est mis en jeu aujourd'hui, ça ne concerne pas ça. Ça concerne l'évaluation des enseignants. Et l'évaluation des enseignants, c'est vrai que c'est quelque chose qui est capital. Et aussi, la forte participation des enseignants a montré que cela est nécessaire. Parce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une évaluation lorsque tout va bien. Si tout va bien, alors ça servirait à quoi de faire une évaluation? C'est parce qu'on a constaté qu'il y a des problèmes à des endroits donnés qu'il faut essayer de corriger. Et lorsqu'on parle des infrastructures également, ça fait partie d'autres problèmes que le gouvernement doit essayer de régler. Mais petit à petit, on ne pourra pas tout régler d'un coup, compte tenu de notre niveau social. Donc, je crois qu'il n'y a pas encore mal donné à cela. Et c'est des revendications légitimes. Maintenant, la revendication qui concerne la non-participation à cette évaluation diagnostique, c'est ça où je ne trouve pas un fondement assez solide pour pouvoir justifier la non-participation de ces enseignants. D'accord. Je voudrais mettre un peu de bémol à ce que disait Marc tantôt par rapport à l'évaluation. Même quand tout va bien, on peut aussi évaluer pour se remettre en cause. Ça dit que pour voir sa performance, est-ce que l'atteinte des résultats est vraiment effective? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Merci. Donc, aussi, cela amène à évaluer. Ce n'est pas à voir forcément dans le sens négatif où c'est parce qu'il y a un problème qu'on évalue. Mais dans le cas d'espèces, on ne sait pas vraiment, on ne peut que s'en tenir à ce que dit les ministres, mais on continue par se demander ce que recherche véritablement. En fait, c'est vrai qu'en son temps, les décideurs au niveau de l'enseignement. Donc, je crois qu'en son temps, il y avait quand même quelques sorties, les ministres qui ont apporté des clarifications. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres interrogations. Ce n'est pas le moment de faire peut-être ces heures de débat parce que l'évaluation diagnostique, oui, d'accord, il y a une promotion qui est visée, la promotion du reversement de 2008. Ça ne concerne pas tous les enseignants. Voilà. Et ça dit que c'est seulement ces gens d'enseignants qui ont un niveau vraiment si bas qu'il faut aujourd'hui pour beaucoup de diagnostics et autres. Bon, c'est des débats. Ce n'est pas le moment de revenir sur ces, sur ces crochets-là. Alors même, peut-être que la condition de reversement à l'époque n'était pas du tout catholique et c'est voyant cela et certains ont participé à cela. C'est peut-être en fonction de ça qu'on veut refaire les choses. Certains estiment que si c'est le cas, pourquoi ne pas carrément faire comme on l'a fait? On a été ferme sur des concours frauduleux, on les a annulés. Alors pourquoi certains se disent, mais si tel est le cas, pourquoi ne pas dénicher ceux qui ont été responsables de cela et ceux qui ont bénéficié de ces affinités ou de ces voies tordues pour entrer dans la fonction. Non, ce qu'il faut faire, c'est que parmi eux, il y aura forcément de bonnes graines. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire l'évaluation. C'est ça. Alors, chers confrères, ce n'est pas forcément un débat à mener parce qu'il y en a qui estiment quand même que pour évaluer des enseignants, il y a d'autres voies, d'autres formes et d'autres méthodes beaucoup plus adaptées et autres. Mais toujours est-il que l'évaluation a eu lieu. Maintenant, quel va être le sort des 2500 ou environ qui n'ont pas pris part à cela? Non, je crois que je pense avoir entendu qu'il y aura une section de remplacement. La section de remplacement dont il est question concerne d'abord les enseignants qui ont voulu aller composer, mais qui n'ont pas pu avoir accès au centre, compte tenu des troubles à l'ordre public.
D'accord. Mais là, maintenant, il faudrait quand même une session de remplacement pour permettre à ces enseignants-là d'aller composer. Hormis cela, les enseignants qui étaient malades aussi. Et les enseignants qui étaient malades aussi. Maintenant, dans tout ce lot, on ne peut pas arriver à déterminer les enseignants, comment identifier les enseignants qui ont voulu réellement aller composer mais qui n'ont pas pu. Alors, dans ce cas, alors, on donne en même temps l'occasion à ces enseignants qui ne sont pas allés composer volontairement, on leur donne une deuxième chance pour qu'ils aillent composer maintenant. Maintenant, s'ils ne le font pas, je crois que l'autorité prendra les mesures qu'il faut. Et comme on n'est pas à leur place, on ne peut pas savoir ce qu'ils sont en train de préparer. Le ministre Maouyon Kakpo a dit toute sa satisfaction à Nomoriagua par rapport donc, aux conditions de déroulement de l'évaluation ce samedi. Oui, c'est normal. Il y a eu tellement de polémiques autour de l'évaluation que le ministre peut-être a été à des moments donnés craintif, mais par rapport à l'organisation proprement dite, si les choses se sont déroulées telles que cela s'est passé dans les centres où les enseignants ont voulu composer ou ailleurs où certains ont été empêchés, mais finalement ont pu composer, et il est de bon ton que le ministre exprime sa satisfaction parce qu'il ne pouvait pas espérer mieux. Tout compte fait, le gouvernement est en train de dérouler son plan d'action et donc il ne reste que la session de remplacement comme on l'a dit tantôt, et concernant la session de remplacement, le comité de suivi de l'évaluation a bien dit que les candidats qui n'ont pas pu composer devraient fournir les certificats médicaux, mais dans un délai imparti. Et donc, s'ils ne fournissent pas ces certificats, ils ne pourront pas composer. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont eu la volonté, comme le disait Marc, d'aller composer, mais qui ont été empêchés. Voilà. Donc, si sur le terrain, il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait pour repérer nommément ceux qui ont empêché les autres à composer pour pouvoir les extirper du lot, alors là, tous ceux qui, même les acteurs, du moins qui ont participé à empêcher les collègues d'aller composer, à un moment donné, vont se présenter comme des gens qui ont été empêchés aussi. Et donc, finalement, ils vont profiter de la faille du système. Finalement, si ça s'avérait qu'il faille radier, et donc, s'ils ne veulent pas subir la radiation, ils iront composer comme s'ils avaient été empêchés. Et ceux qui ont été malades vont présenter leur certificat. Et donc, tous les enseignants finiront par composer. En tout cas, le communiqué en fait, des ministres qui ont invité les enseignants à l'évaluation a été quand même clair. Ceux qui vont choisir ne pas se faire évaluer seront simplement, non pas radiés, ils n'ont pas dit ça, seront simplement responsables des déconvenus. C'est ça. Donc, voilà. Alors, avec l'aide de Igor Ntondi, on revient sur le deuxième constat, direction du centre de CGE Ndabou-Mekalavi, mais cette fois-ci, pour parler de comment les journalistes ont été malmenés ce samedi dans ce centre-là. Vous avez vu quand même le ministre Maouyon Kakpo, c'est grâce à la presse que vous avez suivi tout à l'heure, parce que justement, les confrères étaient à l'OCOSA et on leur a permis d'exercer librement leur métier, et c'est ça qui a donné la visibilité à la composition. Et on a su quand même qu'à l'OCOSA, ça s'est très bien passé. Et on a entendu le ministre, et bien sûr, le dire devant les caméras. Mais à Mekalavi, ce n'était pas le cas. Suivons l'élément ensemble. Quelques enseignants qui tentaient de regagner les salles de composition, un fort détachement des éléments de la police républicaine pour assurer la sécurité, ce sont là les premiers et seuls constats faits par notre équipe de reportage ce samedi, jour de l'évaluation des diagnostics des enseignants au centre du CGE Ndabou-Mekalavi, car la presse a été empêchée dans sa mission. Les journalistes venus constater le déroulement de l'évaluation ici au centre du CGE Ndabou-Mekalavi ont été renvoyés des lieux comme de vils individus par le superviseur du centre. Mais quelles sont les statistiques de présence des candidats dans les salles de composition? Comment les épreuves ont-elles été lancées? Difficile d'avoir des réponses à ces interrogations puisque le tout-puissant chef-centre a toujours posé un refus catégorique aux questions des journalistes. Ce dernier, devant le regard impuissant du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodia, a fini par renvoyer la presse au mépris des principes qui fondent la liberté de presse et des articles 6, 7 et 8 du Code de l'information et de la communication en République du Bénin qui garantissent pourtant le
libre accès à l'information. Il est clair que cette façon de malmener la presse est nuisible au programme d'action du gouvernement et au régime tout entier qui a besoin des médias pour une bonne visibilité. Alors, Arnaud Moriagua, réaction. Je vais plutôt attaquer par votre chute. C'est-à-dire que cette façon de malmener la presse est nuisible au programme d'action du gouvernement. Le gouvernement, s'il y avait la presse, serait peut-être incompris par endroit selon des actions de développement qu'il mène. Et donc, la presse, en fait, doit être choyée parce que la presse permet de faire de la lumière sur ce qui se fait par le gouvernement. Même si, parfois, le gouvernement n'apprécie pas quand la presse, dans son rôle de l'aider à mieux faire, dénonce certaines choses. La presse, forcément, n'est pas là pour être un adversaire sur règne du gouvernement. Pas du tout. Aucune presse ne le fait ainsi. Mais les journalistes, dans leur rôle d'équilibrer l'information, peuvent avoir certaines postures qui pourraient ne pas plaire au gouvernement. Mais le gouvernement devrait comprendre que le journaliste est dans son rôle, dans son métier et veut exercer son métier avec probité et professionnalisme. Et donc, ceci est dit, je pense que pour une évaluation dont on parle, je note un peu de zèle si vraiment les journalistes ont subi de tels mépris dans un centre. Qui garantissent pourtant le libre accès à l'information. Est-ce le stress que le chef centre vivait qui l'a amené à être aussi agressif, ou du moins est-ce qu'il a eu des informations, est-ce qu'il y a eu des comment on appelle ça, est-ce qu'il y a eu déjà avant l'évaluation des mécontentements, des malentendus entre lui et la presse. Je voulais dire, il y a une expression qu'on utilise des antécédents. Des antécédents. Est-ce qu'il y a eu des antécédents entre ce chef centre et la presse? Je pense quand même qu'il y a des raisons. Si on fouille un peu plus, il y a des raisons qui l'ont amené à se comporter ainsi, mais il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Et c'est à condamner. Parce qu'un journaliste, dans sa mission, il y a les textes qui régissent le rôle, la fonction du journaliste, comme l'article 7 du Code de la déontologie et de l'éthique, qui donne accès à l'information donc aux journalistes. Je pense quand même que c'est à condamner. Et pour ceux qui méprisent les journalistes, il faut que ces personnes-là comprennent que c'est grâce aux journalistes qu'eux, ils ont la connaissance des choses. Ils ont l'information sur les choses. Ils savent ce qui se passe partout dans le monde. Et donc, le journaliste doit être un peu plus considéré. Et surtout, il n'y avait pas de raison quand même pour directement devant le préfet. La présence du préfet devait quand même ralentir les choses, l'amener à prendre raison, mais à savoir raison garder. Mais superviseur de ce centre est l'autorité première de ce centre. Donc, le préfet n'a pas autorité. C'est ce qu'il a dit. Ce sont les propos d'ailleurs. En fait, quand vous voyez dans un centre, vous voyez des journalistes et la première réaction, c'est « Vous faites quoi là ?» Non, c'est normal, mais c'est la presse. Mettez-vous de côté, je ne vais pas vous voir comme ça. Bon, c'est pourquoi les journalistes n'ont pas résisté. Les journalistes se sont mis de côté. Et après, on revient, on leur dit, bon voilà, tout s'est bien passé, voilà, donc vous avez tout. Mais les gens, mais c'est pas ça, c'est pas ça notre travail. Alors, on doit aller quand même vérifier les choses. On dit non, on n'a pas le temps pour ça. Bon, voilà, et puis... Alors, c'est ça justement. Alors, pourquoi traiter des journalistes de cette façon? Le quatrième pouvoir, ça peut vous faire comme ça peut vous détruire également. Exactement, c'est pourquoi j'en reviens à la conclusion de Maurice, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas peut-être, ce superviseur, est-ce qu'il n'a pas peut-être des antécédents
pas forcément rentrant dans le cadre de cette évaluation, mais peut-être d'autres antécédents, avec peut-être la presse en général, avec un journaliste en général. Et puis, il a mis ce conflit-là en jeu. C'était l'occasion de régler le compte de la presse. Or, ça ne devait pas être le cas. Parce que, hormis la presse, toute personne a droit à l'information. Et dans les principes généraux, à l'article 8, on dit les professionnels des médias, pour eux, c'est encore plus capital que tout autre individu. Parce que eux, c'est leur métier. Leur métier, c'est d'aller chercher l'information où qu'elle se trouve. Et nul ne doit les empêcher, pas même les autorités, ni les institutions, pour les empêcher à avoir accès à l'information. Et c'est ce qu'il a fait, ce superviseur-là. Je reviens sur d'autres petits détails. Oui. Alors, vous voyez, les journalistes ont dit non, c'est la presse. Ils voient quand même des caméras greffées, Eden, Canal 3 et autres, et ils se disent non, ça peut être ça peut être de vilains individus. Bon, d'accord, mais justement, c'est ça la question. Pourquoi les journalistes ne sont pas respectés? Pourquoi le minimum de respect, de considération dans certains endroits, justement? Parce que ce n'est pas seulement ce cas. Il y a sur d'autres terrains, on voit comment on traite des journalistes. Alors, est-ce que cela dépend du comportement des journalistes aussi? Mais ce jour, par exemple, dans ce centre-là, les journalistes ont été très disciplinés. Le groupe s'est retiré simplement du centre, pas de résistance, rien. Je crois que le groupe s'est retiré simplement parce qu'il y avait la présence des policiers et tout, mais le groupe s'est retiré tranquillement devant le préfet de l'Atlantique qui assure l'intérim. Je crois que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se passent. Il y en arrive même où les journalistes ont été violentés. Est-ce que cela ne dépend pas aussi du comportement des journalistes en général? Ça peut dépendre. Est-ce qu'on ne se fait pas respecter aussi? Donc, en général, on ne pourra pas le dire ainsi. Parce que nous avons des professionnels qui sont là pour pouvoir protéger le métier que l'on exerce. D'accord. Et ceux-là sont habilités quand même à pouvoir dire s'il y a des déviances de la part des journalistes et autres vis-à-vis de tout individu. Mais si ce n'est pas le cas, et si c'est dans l'exercice de leur profession, de façon très simple, si à un moment donné, même si l'actualité qui est en train d'être vécue dans le pays n'est pas orientée selon la convenance de chaque citoyen, ce n'est pas la faute aux journalistes uniquement. Parce que quand vous prenez le journalisme, il y a plusieurs corps de métier dedans. D'accord. Il y a la presse écrite, il y a l'audiovisuel, il y a l'audio uniquement. Bon, il y a l'audiovisuel, d'accord. Mais tout cela, c'est des patrons de presse. Et tout cela ont également peut-être des bords politiques et qui font que leur ligne éditoriale ne va pas toujours avantager le citoyen lambda. Et si ça affecte quelques citoyens, alors ils s'en prennent à la presse en général. C'est peut-être ce à quoi on a assisté au CG1 Calavi, où le superviseur peut-être avait des regains, avait des antécédents avec la presse. Ou sinon, je ne crois pas. Vous prenez exemple, par exemple, sur les autres centres de composition. Est-ce qu'on a enregistré ces genres de cas? Non. Mais pourquoi particulièrement à Calavi ça s'est produit? C'est parce qu'on avait un superviseur tout puissant là, qui ne voulait pas de la presse, mais compte tenu de quoi, c'est lui seul qui pourra le dire. Et il faut forcément décourager ces gens d'agissement. Je crois que le préfet qui était là sur place aurait pu quand même l'amener à la raison pour lui dire... Néanmoins, c'est les hommes de la presse, on ne peut pas les empêcher d'avoir accès à l'information. Laissez-les faire leur boulot. Peut-être ils peuvent leur donner un temps. OK, vous avez telle minute à faire avant qu'on ne libère, et vous libérez le lieu. Il n'y a pas de souci, ils allaient le faire. Mais les empêcher catégoriquement de pouvoir faire le travail, je crois que c'est déplorable. Et les professionnels qui sont habilités à défendre les journalistes doivent œuvrer dans le sens, s'il faut des sensibilisations, s'il faut des séances de communication envers les citoyens pour pouvoir quand même apaiser le climat qui va exister entre les citoyens et les journalistes. Vous faites bien de crever un peu l'abcès. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que quand même dans la profession, il y a quand même certains de nos confrères qui ont certains comportements à décourager, qui quand même amènent certaines personnes à regarder un journaliste comme un vil individu. D'accord? Mais je ne voudrais pas aller... C'est le refuge de ceux qui n'ont rien trouvé à faire. Merci. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Mais en ce qui concerne précisément le cas d'Abomey Calavi,
il y a des personnes qui ont des préjugés sur les journalistes. Vous savez, avec la rupture, il y a beaucoup de gens qui se méfient. Peut-être que ces personnes avaient déjà eu de mauvaises expériences. Quand un journaliste arrive quelque part, c'est pour faire la lumière sur ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. C'est ça. Alors, ce qui ne va pas bien peut amener à ce que vous recevez des sanctions. Juste parce que votre patron, grâce aux journalistes, au travail des journalistes, a eu une information. Par conséquent, pour tout éviter, il vaut mieux empêcher les journalistes de ne rien faire. Parce qu'il faut qu'ils fassent d'abord, avant que vous ne puissiez être accusé de quelque chose. Donc, si vous les empêchez de faire leur travail, alors là, rien ne vous arrivera parce qu'ils ne trouveront rien à dire à propos sur votre centre. Donc, je me dis, est-ce que c'est dans l'optique-là que le chef centre était, mais si c'est dans l'optique-là... Ça veut dire forcément qu'il y a des dysfonctionnements lors de cette composition. Il doit en avoir. Alors, parce que quand on sait que les épreuves, quand on sait par exemple que les épreuves se lancent dans les salles de composition et que le chef centre reste sur la cour et qu'on lance les épreuves et que les épreuves démarrent dans les salles, ça là déjà c'est un dysfonctionnement. Ça ne se passe pas comme ça. On amène les enveloppes et on lance les épreuves dans une salle. Dans ce centre, centre jusqu'à 8h30, les épreuves n'ont pas encore été lancées, par exemple. Donc, voilà. Je pense que... Le superviseur, peut-être, il a failli à sa mission à plusieurs niveaux et craignant d'être révélé par la presse, il a préféré faire écarter catégoriquement la presse. Je crois que cela s'explique. Alors, en tout cas, les raisons de ce comportement ne sont pas encore... Et pour finir, je pense quand même que c'est une aberration parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, et plus précisément au Bénin, dans un pays démocratique qui a déjà fait ses preuves, surtout en matière de presse, de liberté de presse, que des individus intellectuels en plus qui se comportent comme ça, c'est grave. Ne savent pas comment prendre la presse, ce qu'il faut aller chercher, ce qu'il faut leur donner comme information, et que simplement on leur ferme la porte au nez, c'est déplorable pour notre pays. Ce n'est pas bien. Et ça ne nous honore pas. Dans la manière également. Exactement, dans la manière. Voilà. Et nous espérons que pour les fois à venir, on n'assistera pas à un superviseur viril comme lui. Nous espérons une excuse. Nous espérons une excuse de sa part à la presse. Il faut le régime en place n'a pas cette façon d'être aussi rigide avec les hommes des médias. On a quand même vu, depuis l'avènement de Patrice Talon, il y a quand même que les médias sont associés comme il faut aux événements. Et justement, durant cette tension qui a accompagné cette évaluation et autres, au sommet de l'État, on a fait recours à la presse pour quand même expliquer, pour s'expliquer, pour sensibiliser. Alors pourquoi justement ce jour il y a ce genre de comportements? Donc c'est des comportements simplement à décourager. C'est vrai que ce n'est pas généralisé dans les autres centres de composition ce samedi, mais c'était donc un cas difficile à trouver les raisons. Mais nous dénonçons encore ce genre de comportement. Le quatrième pouvoir n'est pas, bien sûr, à traiter de cette façon-là, comme c'est arrivé ce samedi au centre du CGN d'Abo Mekalavi. On passe maintenant, chers confrères, si vous le permettez bien, au dernier sujet, 7e sommet Japon-Afrique, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, 7e édition, 28-30 avril, le président Patrice Talon et sa délégation et bien sûr séjourne là-bas pour ce sommet. La TICAD, un processus favorable au développement de l'Afrique, c'est la question que nous posons. C'est vrai qu'il y a la France-Afrique, il y a aussi la Chine-Afrique. On a eu l'Inde-Afrique récemment. Le Japon. Alors, mais l'Afrique se retrouve au cœur du marché international. Pourquoi s'intéresse-t-on si tant? Une conférence pour le développement de l'Afrique au Japon. Qu'est-ce que l'Afrique gagne réellement, Marc Agoudianou? Merci beaucoup, Corneille. Il faut dire que l'Afrique est, disons, une matrice de matières premières. D'accord. L'Afrique a tellement de richesses que même les pays de l'Hexagone ont une forte envie de pouvoir venir puiser dans cette richesse. Et pour le faire, parfois, ils sont obligés de faire déplacer leurs industries, de les installer ici pour pouvoir faire la production sur place. On dit les pays occidentaux n'ont que des intérêts. Et ce n'est que ces intérêts qui font
qu'ils s'intéressent à l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est rien que les intérêts. Alors, ce qu'il faut penser est que dans ces intérêts-là, quel intérêt l'Afrique elle-même peut tirer. Mais nous voyons que généralement, même au cours de ces différents sommets qui sont organisés, c'est des conditions qui sont imposées aux dirigeants africains. Et finalement, les dirigeants africains n'ont pas de grandes manœuvres à faire. Et même les approches, vous allez voir, ce n'est qu'une rencontre en quelque sorte de business. Et vous allez voir qu'après ce sommet-là, la majeure partie de ce qui sera dit là ne sera pas fait. On en a eu plusieurs cas. La majeure partie de ce qui sera dit là ne sera pas fait. Et ce que moi je souhaiterais... Réellement au profit de l'Afrique peut-être. Non, parce que ce qui sera dit, le profit que le Japon aura peut-être attiré de cela, qu'on le veuille ou pas, cela pourrait passer. Oui, le profit que le Japon pourrait passer. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui se préoccupent plus. Nous avons des dirigeants en Afrique qui se préoccupent plus de leurs intérêts personnels que de l'intérêt général. Et tant que ça serait ainsi, ce serait difficile, d'accord, de pouvoir amorcer un réel développement. Parce que lorsque ces apporteurs d'affaires ou ces investisseurs vont proposer telle chose à un tel dirigeant, il va les laisser opérer allègrement. Et pour pouvoir pallier à cela, parce que lorsque ces investisseurs viennent, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent à impacter réellement ou à diminuer considérablement le taux de chômage? Est-ce qu'ils le font? Je vous donne juste un exemple. Sur les 20 dernières années, on a eu seulement 150 000 emplois qui ont été créés par les investisseurs. Alors que chaque année, l'Afrique déverse plus de 17 millions de chômeurs. Ça veut dire que sur le marché de l'emploi, par exemple, cela n'impacte pas. Alors que nous avons la ressource humaine. Et ce que j'attends souvent de ces genres de rencontres, c'est que ces investisseurs puissent aider cette ressource humaine que nous avons en Afrique à se former et à être au service de nous, pays africains, de nous-mêmes. Et non pouvoir toujours demander de l'aide. Si on doit faire tel pont à Cotonou, il ne faudrait pas forcément que c'est les Chinois qui vont venir le faire. Pourquoi ne pas envoyer d'abord nos experts aller se faire former en Chine et revenir faire le travail nous-mêmes? C'est ça, de ça qu'il est question. Alors qu'aujourd'hui, la plupart de ces pays ne proposent pas ça. Mais s'ils vont le proposer, vous allez voir, ils vont le proposer en dernier ressort et ça ne sera même pas respecté comme cela se doit. Mais ce qui les préoccupe, c'est comment faire pour tirer maximum profit des pays africains. Alors, j'ai lu sur le site de France 24, le Japon ouvre mercredi la 7e édition de la TICAD, une conférence dédiée au développement du continent africain à Yokohama. L'occasion pour le pays d'appeler sa volonté de renforcer sa présence sur le sol africain et d'y concurrencer la Chine. J'ai été gêné par deux choses. On dit une conférence dédiée au développement de l'Afrique, mais qui se tient au Japon et non en Afrique. Est-ce qu'on ne dirait peut-être pas une conférence dédiée au développement du Japon au profit de l'Afrique? Je ne sais pas, mais c'est vous venez poser un problème très pertinent. Si je vous apporte des capitaux, c'est pour en tirer des profits. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Donc, si le Japon décide d'organiser une conférence pour le développement de l'Afrique, c'est forcément parce que le Japon va en tirer des profits. Pourquoi voulons-nous nous leurrer lorsque la Chine s'intéresse aux pays africains, c'est parce qu'il y a des profits à en tirer. Et donc, ce sommet n'est pas à la première édition, c'est aux 7e édition, c'est-à-dire que TICAD 7, et TICAD, on le sait, c'est Tokyo International Conference on African Development, comme vous l'avez dit en français. Et donc, la première édition a démarré depuis 1993. Et en Afrique, on sait l'investissement que le Japon fait. Le Japon, aujourd'hui, dans le domaine de l'électricité et de l'industrie, avec le Ghana, d'autres pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, a eu à entreprendre, à investir dans ces pays-là, dans le domaine du transport. Mais aujourd'hui, il y a des pays que
le Japon est en train de conquérir, comme le Sénégal, le Bénin, d'autres pays de l'Afrique occidentale. Et cette conférence, je vais le dire, ce n'est pas le Japon qui l'organise. Et cette conférence a été organisée par l'ONU, la Banque mondiale, l'Union africaine. Donc, c'est là où il faut s'interroger. Pourquoi alors cette conférence a été organisée là-bas? C'est pour permettre aux investisseurs japonais d'avoir facilement, de ne pas être empêchés de se déplacer vers l'Afrique compte tenu d'autres moyens. Parce que ça va donner beaucoup de logistique si on devait déplacer tous les investisseurs japonais qui doivent venir participer à cette conférence, alors que c'est l'Afrique qui voudrait un partenariat. D'accord? Mais vous pensez faire l'analyse dans un autre sens? Parce que si le Japon cherche à renforcer sa présence en Afrique, parce que ça aussi la question, un peu comme les intérêts entre la France et l'Afrique, la Chine et l'Afrique, si le Japon aujourd'hui cherche aussi à conquérir mieux ce marché qu'à l'Afrique, je crois quand même que les investisseurs japonais devraient quand même faire le nécessaire comme il faut. Alors, je reviens. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui. Ils le font. Et moi, je voudrais rajouter que ce que le Japon est en train de proposer aujourd'hui, c'est une approche qui serait un peu plus meilleure que l'approche de la Chine, par exemple. Or, en réalité, ils sont en train de nous mentir. Ils sont en train de nous leurrer. Parce que vous allez constater qu'ils sont en train, l'année passée, par exemple, le Japon estimait que l'Afrique est en train de trop s'endetter et qu'il fallait quand même essayer de l'aider. Mais le Japon oublie qu'il représente le pays le plus endetté au monde. Le Japon est le pays le plus endetté au monde. Mais c'est eux qui veulent nous aider, qui proposent ils pensent que l'Afrique est déjà trop endettée et qu'il faut aider l'Afrique. Et c'est de là qu'on comprend en réalité qu'ils ne sont pas ils sont pas francs. Ils ne jouent pas franc jeu. Et dans le business, c'est normal, ils ne doivent pas jouer franc jeu. On le comprend, c'est le business, c'est le monde des affaires. Dans le monde des relations internationales. Vous savez, aujourd'hui, le Bénin, le ministre des Affaires étrangères a vendu les potentialités du Bénin à cette conférence et a montré qu'aujourd'hui, on n'a plus de problèmes d'électricité avec l'installation des centrales et autres problèmes. Et donc, aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est que les investisseurs japonais viennent au Bénin mettre en place des industries et que les 3 tiers de la production, par exemple du coton, soit transformé. Je vais finir. Soit transformé chez nous. Mais ce qu'ils oublient en réalité, finira par faire la promotion de ces pauvres investisseurs. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères béninois oublie, par exemple. C'est qu'il oublie que actuellement, maintenant, on est en train de produire de l'énergie, bien sûr, mais cette production n'est pas encore assez suffisante pour nous. Et que lorsque les industries vont venir s'implanter, ça ne suffira pas du tout. Et là encore, ça va encore poser encore un autre problème énergétique au Bénin. Je suis d'accord avec vous et je voudrais peut-être attirer votre attention sur un autre aspect que forcément on ne voit pas tous. C'est la directrice de l'INRA, l'Institut national de recherche agricole du Japon, qui l'a dit. Elle dit que le Japon cherche un repositionnement géopolitique, c'est-à-dire que Tokyo cherche depuis des années le soutien des pays africains pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et elle estime que le faire ainsi est un Graal, comme on le dit, c'est le Graal en termes de diplomatie pour le Japon. Et quand on fait le point, on voit que oui, vous l'avez dit, c'est des intérêts japonais qui sont en jeu. Mais au-delà de ça, ils ne dévoileront jamais qu'il s'agit de leurs intérêts. Pour finir, quand on prend de la première édition de TICAD jusqu'à la 7e édition, le Japon n'a investi en Afrique que 47 milliards, alors que la Chine investit 47 milliards de dollars, alors que la Chine investit chaque année 60 milliards de dollars en Afrique. Donc même si aujourd'hui la stratégie japonaise est plutôt de se focaliser sur la qualité. Ça dit que qualité, la formation, la technologie. Surtout qu'on sait qu'ils savent que la Chine, ce point de vue est après, quand même, les indépendances, on parle de la question de subvention, l'aide au développement, mais l'Afrique peine quand même à atteindre le niveau que nous aspirons, que nous aurions aimé atteindre depuis quand même ces années-là. Est-ce que finalement, à quoi
servent ces fonds, les subventions, les programmes, les conférences? On prend le cas du Bénin, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu récemment la conférence, la table ronde de Paris, par exemple. Oui. On attend de voir. Alors, pourquoi cela peine quand même à prendre encore sur le continent qui reste le grenier de matières premières? Vous l'avez dit en début de vos propos sur le sujet du Japon. Pourquoi l'Afrique peine quand même à décoller malgré tout ce soutien-là? Merci beaucoup. Si ce n'est pas des soutiens qui empoisonnent le continent. C'est une responsabilité partagée. Partagée par les dirigeants africains et également les puissances étrangères. Les puissances étrangères qui cherchent d'abord à piller la richesse africaine et les dirigeants africains qui cherchent à enrichir leurs poches et leurs familles. Donc complice, vous voulez dire? Oui, parce que... les dirigeants ou certains dirigeants? Non, je dirais les dirigeants. Je donne l'exemple du Bénin. Je viens à mon pays. Depuis que Patrice Talon est là, il a mis en place son programme d'action du gouvernement. Il a commencé à régler un certain nombre de problèmes qui existait avant son arrivée. Ce qui l'a ralenti un peu, d'accord, à mettre en place son programme d'action. Et en cela, s'est mêlé des histoires politiques qui ont empêché d'attaquer les réels problèmes de développement. Et à ce niveau, il est en train de finir 3 ans. Il va finir ses 5 ans bientôt, sans que l'on ne puisse réellement dire que dans tel secteur précis, par exemple, on a pu régler telle solution de façon vraiment très nette. C'est pourquoi je parlais tantôt qu'il y a un problème de dirigeants et un problème également des investisseurs. Si les dirigeants, à un moment donné, nous nous attardons sur les intérêts personnels, sur les intérêts politiques, puisque qui dit intérêt politique dit intérêt personnel, et que nous n'amorçons pas réellement le problème de développement, on restera toujours au même niveau, bien sûr, que même si les étrangers ou les investisseurs étrangers essaient peut-être de nous aider. Et nous n'ignorons pas qu'eux, en voulant nous aider, ils cherchent d'abord leur profit. Et nous maintenant, c'est à nous maintenant de commencer par mieux réfléchir pour dire que lorsque l'étranger, l'investisseur étranger vient chez moi et me propose quelque chose de 10 millions d'investissements, il faut que j'arrive au moins à obtenir de lui la moitié. D'accord. Je voudrais répondre à votre préoccupation. Oui. Pourquoi vous vous êtes interrogé? C'est l'environnement. Lorsque vous voulez planter une fleur, vous mettez du terreau, vous préparez l'environnement accueilli. L'environnement, notre environnement, quand je dis environnement, vous voyez tous les plans. Tous les plans. Donc, l'environnement n'est pas favorable depuis des années, depuis les indépendances, à vraiment impulser les choses vers le développement. Donc, si nous arrivons à rendre l'environnement favorable, comme ce qui se fait avec des réformes par-ci et par-là, je pense qu'on aura quand même des conditions données. Quand on parle d'industrie, Marc a évoqué le cas de l'électricité. Vous n'avez pas l'électricité et vous appelez des investisseurs pour mettre en place des industries. Alors, si vous arrivez à réaliser des infrastructures d'électricité, comme ce qui se fait, Maya Greta 1 et 2 et autres, des barrages et tout, vous pouvez facilement accueillir des investisseurs dans le domaine de l'industrie qui pourront transformer vos produits. Donc, c'est pourquoi je parle de l'environnement. Et moi, je pense même qu'entre nous, entre pays africains, par exemple, on peut déjà s'entraider dans le domaine. Quand je prends le Nigeria qui est tout près, qui veut par exemple qu'on exporte par exemple des produits qu'on fabrique ici, made in Benin, pourquoi ne pas rendre l'industrialisation de l'agriculture pour pouvoir permettre l'industrialisation de l'agriculture pour pouvoir permettre de desservir le Nigeria, parce que c'est vraiment une grande porte ouverte au Bénin. Alors on n'aura même pas besoin d'exporter nos produits vers l'extérieur. Parlant du Nigeria, on a appris que le chef de l'État a rencontré son homologue de l'autre côté le dégel de la situation. Espérons que cela prospère. En tout cas, c'est des interrogations que nous posons. Nous nous interrogeons par rapport à l'apport, les retombées de ces grands rendez-vous, puisque il faut que les chefs d'État ou l'Afrique sachent mieux se positionner pour tirer réellement profit de ces sommets, parce qu'on le dit devant la communauté internationale, mais après tout, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Difficile de le savoir. Quand on dira que telle puissance a accordé peut-être 2 milliards de francs CFA, on ne dira pas ce qu'elle gagnera
à pouvoir investir 2 millions de francs CFA. Alors, c'est justement donc sur ces cas que nous opinons également. J'espère quand même que vous l'avez certainement apprécié, auditeurs et de la 102.3, puisque l'émission est également pas sur la 102.3 Diaspora FM, et également téléspectateurs de Eden Télévision. C'est donc le forum des rédactions sur votre chaîne préférée, Eden Télévision. Marc Goudianou, directeur de publication du quotidien Zénith Info au Zénith. Tu es parti avec Arnaud Moriagua de la rédaction, mon confrère de la rédaction du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Prenez du plaisir à suivre, et bien sûr, le grand débat de la rédaction sur Eden Télévision. Au revoir et à très bientôt.